Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et notre invité aujourd'hui, c'est Lou Vialet. Vous le connaissez déjà, il était déjà venu parler d'Afrique avec nous, spécialiste de l'économie et la géopolitique du continent africain, conférencier à l'IEP Paris, à l'ESSEC, à l'ESCA Côte d'Ivoire, auteur de La fin du franc CFA chez VA Éditions et de ce livre, Après la paix des vies français, aussi chez VA Éditions. Vous êtes fidèle, Lou Vialet. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, votre livre, Après la paix, défis français, arrive alors que justement nous entrons dans de vraies tensions diplomatiques en Algérie. Alors, les choses ne font que s'aggraver après l'annonce de la limitation, de la limitation des visas algériens par le gouvernement. L'ambassadeur a été rappelé pour consultation. Et là, hier, crise diplomatique entre Paris et Alger est encore montée d'un cran. Selon les informations du Figaro, la France n'a désormais plus le droit de survoler le territoire algérien avec ses avions militaires, notamment utilisés d'ailleurs pour l'opération Barkhane. Et pourtant, on peut dire que Macron en avait donné des gages à l'Algérie. Le pardon aux harkis, la reconnaissance de la colonisation comme crime contre l'humanité, la reconnaissance de l'assassinat par la France du dirigeant nationaliste Ali Boumendjela et le rapport Stora qui est en cours. Et puis bon, alors on a l'Algérie, puis de l'autre côté, on a le Mali. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a répondu aux accusations de Choguel Maïga en qualifiant de honte le propos du Premier ministre malien qui parlait d'abandon de la France. Rappelez-vous, on en parlait avec vous justement. Inadmissible, légitimité démocratiquement nulle, voilà. Jeudi soir, donc Emmanuel Macron n'a pas eu de mots assez durs à l'endroit de ce chef pour le Mali. Mais jeudi soir, justement, 4 hélicoptères de transport et d'attaque russes sont arrivés sur place au Mali, offertes par la Fédération de Russie, pays ami, dit-on là-bas. C'est un peu la chronique d'une politique internationale ratée. Qu'en pensez-vous, Louis Vialet ? C'est un peu pathétique, ce qu'on est en train de voir sous nos yeux, ce spectacle, en effet, d'un président qui a fait son beurre de la rente mémorielle, qui a versé... Et qui la critique aujourd'hui, qui a versé en monnaie de repentance pendant tout son quinquennat à un régime aux abois, et qui maintenant, à 7 mois de la présidentielle, qui se rend compte que la question migratoire est devenue très forte dans l'opinion française, et qui essaye de la rattraper un petit peu de manière pathétique, en effet, en faisant cette sortie-là. Et on voit aussi, d'un autre côté, le régime algérien qui fait la même rodomontade depuis 60 ans. La première fois, ça nous a surpris. Depuis, on se lasse, et demain, peut-être qu'on s'énervera. Mais cette rodomontade qui, en effet, vient à la suite de toute une doctrine de bouc émissarisation de la France. Et celle-ci devrait prendre fin, en tout cas on l'espère, bientôt, peut-être avec la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, justement, a dit jeudi dernier, la nation algérienne post-62 s'est construite sur une rente mémorielle. Alors vous dites quand est-ce qu'elle s'énervera, la France, quand est-ce qu'elle se réveillera. Eh bien là, on a l'impression qu'Emmanuel Macron se réveille, mais peut-être un petit peu tard. Oui, il se réveille, on vient de le dire, à 7 mois des présidentielles, en ayant vu cette nouvelle qui est sortie à travers Europe 1, que 0,2% des étrangers d'origine algérienne étaient réellement déboutés et expulsés en Algérie. Et ça faisait suite aussi aux chiffres qui révélaient à peu près les mêmes chiffres pour la Tunisie et le Maroc. Oui. Et ce régime spécial, qui existe d'ailleurs pour l'Algérie, l'accord franco-algérien sur les échanges entre les jeunes Français et les jeunes Algériens, cet accord existe depuis 68. Donc ces prédispositions ont fait leur temps. Et on voit bien qu'un régime qui n'arrive pas à gouverner et à nourrir sa population, qui est le régime algérien, une population qui a quadruplé depuis 62, avec un capital national qui ne fait que diminuer, et des revenus qui n'ont fait que diminuer aussi pour la moyenne de la population. On voit bien que exporter la misère était une solution pour l'État algérien, que maintenant qu'on lui demande de la réadmettre, il ne le veut plus. Mais il y a là un statu quo qui ne peut pas durer. Oui, c'est un peu le sujet de votre livre, c'est-à-dire que vous montrez en quoi le sud de la Méditerranée serait le talon d'Achille de la France et de l'Europe, et en quoi on n'a pas de politique vis-à-vis de ces pays, ou une mauvaise politique. En quoi aujourd'hui pour vous ce serait une bonne politique que devrait faire Emmanuel Macron vis-à-vis de ça, ou un de ses successeurs, vis-à-vis de l'Algérie, du Mali? On a l'impression que la France est démunie et n'a pas de politique générale, et qu'on se fait remplacer notamment par la Russie en Afrique noire. Oui, bien sûr. Une bonne politique, ce serait d'abord de prendre un petit peu un constat de ce qu'il se passe à nos frontières, et vous venez de le dire, le sud de nos frontières est désormais la source de déstabilisation sans précédent qu'on n'a encore jamais connue, si ce n'est depuis 60 ans, au moins peut-être depuis 2000 ans, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait déjà il y a 2500 ans, vous vous souvenez déjà, Rome face à Carthage. Il faut détruire Carthage, pourquoi ? Parce que Carthage pouvait détruire Rome. Aujourd'hui, notre environnement proche est si faible que son délitement peut provoquer notre déstabilisation et menacer notre survie.
Donc une fois qu'on a fait ce constat... Mais le souci, c'est qu'on n'a pas de Carthage en face de nous. Justement, ce sont des États faibles et des États en pleine déréliction, enfin en pleine depuis 60 ans, et on n'a pas vraiment d'interlocuteur à qui on pourrait s'adresser. Bien sûr. Alors en revanche, il y en a quelques-uns, on peut le noter. Vous avez noté que le Maroc est un État plutôt stable, après qui peut nous faire défaut, on l'a vu dans l'affaire Pegasus. Mais je ne veux même pas rentrer dans ces considérations-là. On avait parlé avec Clémence Oudiakova la dernière fois de changer d'état d'esprit, de changer notre psychologie face aux défis qui nous font face. Et c'est peut-être la première des choses, c'est-à-dire se dire que nous n'avons pas de complexe à avoir. Lorsque l'État algérien vient essayer de nous culpabiliser sur des affaires qui datent d'il y a plus de 60 ans en transformant la vérité, en transformant les chiffres, peut-être les recevoir en se disant que c'est leur problème de penser l'histoire comme ceci. Nous, notre problème, c'est d'avoir une stabilité à nos frontières. Ensuite, comment l'organiser, cette stabilité? Peut-être pas par des rodomontades, justement. Peut-être pas en pensant un petit peu de manière attentiste que juste en essayant de renvoyer des étrangers chez eux, les pays d'accueil vont les accueillir aussi facilement que cela. On le voit bien, c'est très difficile. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, aussi bien que la Gambie, d'ailleurs, récemment, qui refusait des immigrants qui venaient d'Allemagne et qui avaient été reconduits tout simplement en Gambie. Cette Gambie qui recevait de l'APD d'Allemagne, d'Europe et de France a pu refuser ses propres migrants. Il y a un rapport de force qui est à reconstruire. Celui-ci n'est pas nécessairement d'ailleurs dans le jeu des aides, il n'est pas nécessairement dans le fait de couper les pompes migratoires depuis l'Europe, ça ne suffira pas, mais il est dans le fait de rétablir un ordre. Rétablir un ordre, ça veut dire sur tous les endroits qui sont faillis, je pense à la Libye, je pense au Mali, assumer des termes comme le terme de tutelle. Le fait de dire, écoutez, ces États ne fonctionnent plus, ces États sont effondrés, nous avons besoin de leur stabilité pour une reconstruction, une stabilité. Assumer aussi que des États qui sont des États voyous, des États agressifs comme la Turquie actuelle qui nous gêne dans la Méditerranée orientale, qui vient poser ses forces spéciales en Libye à nos frontières, assumer une confrontation directe, pourquoi pas avec la Turquie en Libye. Il faut sortir en fait de cet attentisme qu'on a eu jusqu'à présent et que certains candidats même de droite ont vis-à-vis de l'immigration de masse en se disant qu'ils pourront la réguler avec les aides, qu'ils pourront la réguler par le chantage. Il faut assumer le retour de la menace, et cette menace que la France peut incarner, tout simplement parce qu'elle en a les moyens financiers et militaires, mais ce retour de la menace peut se faire à condition d'en avoir les moyens psychologiques. Mais vous parlez de l'attentisme des pays, mais tout le monde n'applique pas cet attentisme. Regardez la Russie qui tire bien son épingle du jeu dans l'histoire avec son groupe Wagner. Là, on a vu qu'elle a porté les hélicoptères. Et évidemment, derrière, ce sont des marchés, ce sont des contreparties qu'elle va récupérer. Bien sûr, Clémence, mais l'attentisme, il est dans l'œil des Européens. Il se trouve que la Russie, elle... quelque part, l'Afrique n'est pas sur ses marches, l'Afrique n'est pas son voisinage. Que l'Afrique explose à cause de sa démographie, à cause du réchauffement climatique, pour elle, oui. Quelque part, ça fera un peu plus de chaos aux frontières de l'Europe. Ce sera la possibilité de pointer un flingue sur la tempe des Européens pour influencer leur comportement, et c'est la possibilité aussi pour eux de taire des concurrents qui produisent des matières premières, et aussi de prendre des matières premières à l'Afrique. Donc dans ces conditions-là, la Russie a plus de mal avec son environnement proche. On pense à la Syrie, la Russie est très présente et très jalouse de ce qui s'y passe. Là on pense à l'Irak, on pense à l'Afghanistan. Et en revanche, pour nous, évidemment, nous sommes attentistes parce que la menace qui est en face de nous est une menace qui met en jeu notre survie. Mais on peut dire que la France est quand même déjà intervenue au Mali, on le sait, mais un peu seule. Dans votre discours de tutelle, de conflit dans lequel la France pourrait s'engager, est-ce qu'elle doit le faire toute seule, sous l'égide de l'OTAN, sous l'égide d'une armée européenne, de l'ONU, enfin ce serait sous quelle forme? Alors, plusieurs réponses à vous apporter. D'abord, oui, la France est seule à mener les opérations depuis 2013 avec cette opération Barkhane. Maintenant, alors je ne veux pas être idéaliste, utopiste, j'essaie de regarder la réalité en face. Ce que je vois en face, c'est que une force, la force Takuba, elle a fait couler beaucoup d'encre, a été mise en place, c'est 600 hommes, c'est 14 nations européennes, et à peu près la moitié de ces nations donnent des hommes, et ces hommes sont prêts à se faire tuer pour la stabilité du Sahel et de l'Europe. Et l'autre moitié, je pense à des nations plus lâches comme l'Allemagne, qui sont capables de donner du matériel et fournir des appuis logistiques, mais pas encore de donner des soldats prêts à mourir pour la stabilité européenne. Maintenant, cette force Takuba a été installée, elle est sous les ordres de Barkhane, sous commandement français, elle est au sud du Mali.
c'est déjà un embryon de défense. Alors non, c'est pas une armée européenne. Oui, c'est une coalition d'Européens qui ont envie d'une certaine stabilité qui va de l'ouest à l'est des Européens. Donc il y a une première chose, c'est qu'il y a un effet d'entraînement depuis quelques années où nos voisins européens prennent conscience de la menace de mort qui pèse à leurs frontières. Ça ne suffit pas, bien sûr, monsieur de Guilbon, ça ne suffira jamais. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que la France est capable d'initiative. Elle est capable encore de faire peur. Après, il faut aussi communiquer sur des choses qui se passent déjà. Hein. Depuis 2018, on a un rapport parlementaire, le rapport Dumas, qui nous signale que la force Barkhane, depuis 2018, effectue plus de 100... Je vais le dire autrement. Les soldats français assassinent plus de 80 terroristes par mois depuis 2018. Ça signifie qu'on détruit plus de 1000 terroristes sahéliens depuis quelques années. Pour un soldat mort, il y a plus de 100 soldats sahéliens terroristes qui meurent. Et la deuxième opération, la deuxième stratégie de la France au Sahel, et on ne communique pas, on ne l'assume pas. On devrait les féliciter et avoir le drapeau qui flotte à chaque fois qu'un de nos engagements sur le terrain est réussi. On décapite les têtes de réseau des Katiba, les têtes de réseau d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, les têtes de réseau de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. On les décapite et c'est notre stratégie. Depuis le début du mandat Macron, déjà à peu près entre 7 et 10 têtes de réseau ont été décapitées de cette manière. Et d'ailleurs, parmi ces têtes de réseau, il y avait des anciens du GIA algérien, parce que évidemment, l'Algérie est incapable de protéger ses propres frontières et même de maîtriser le destin de ses propres ressortissants. On voit bien que des anciens du GIA sont au Mali et sont dans le sud algérien en train de faire leur laboratoire de chaos. L'Algérie, on en parlait en début d'émission, est incapable de surveiller ça. Et nous sommes là d'ailleurs pour surveiller les frontières algériennes. Alors, pour répondre à votre question de tout à l'heure, comment installer en effet ces régimes, ces tutelles ? Eh bien, c'est en montrant par exemple à l'Algérie, écoutez, vous vous débrouillez seul pour votre sécurité, vous en êtes incapable. Vous voulez, les Européens, essayer de compter sur un allié. Vous avez besoin de nous pour stabiliser votre Sud. Vous avez besoin aussi d'endiguer les Turcs. Il faut à ce moment-là leur tracer des lignes rouges. Sans ça, on vivra à notre sud sous la loi islamique, sous la loi terroriste, et ça, on doit le refuser. Oui, encore faut-il que tous les membres de cette commission, enfin de cette tutelle, soient d'accord et se mettent d'accord. Et ça, c'est quand même encore pas joué du tout. Oui, mais qui n'est pas d'accord aujourd'hui, au sud de nos frontières, et même parmi nos voisins, pour avoir une Libye qui soit stable, pour avoir un Mali qui soit stable ? Et j'ai envie de dire, on a tout essayé. On a tout essayé, sauf en effet la tutelle. La tutelle qui est ce régime... Vous pensez pouvoir vous mettre d'accord avec la Russie sur les accords autour de la Libye ou de la Syrie ? Alors en effet, c'était implicite à votre question. La Russie est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce titre, elle doit être d'accord pour qu'on puisse faire cette tutelle. Alors il y a deux manières de répondre. D'abord, la Russie a été la première à violer le droit international en 2014 avec le cas de l'Ukraine. Et donc on pourrait tout à fait considérer que cette tutelle est dans notre intérêt, que notre survie en dépend. La survie dépend de la stabilité qu'il y a de notre voisinage et on pourrait l'exercer immédiatement. La deuxième, ce serait d'être réglo d'une certaine manière et de passer par un deal avec les Russes. Les Russes ont besoin d'une sécurité à leur propre frontière. Je pense que ça leur parlerait plus, si je peux me permettre. Ouais. Je pense aussi. Comme on dit en russe, ça glace. Je connais pas très bien. Mais je trouve que on pourrait tout à fait dealer avec ces Russes. Tout simplement parce qu'ils ont besoin eux-mêmes de stabilité à leurs frontières. On parle du cas afghan ces dernières années, qui est sur les contreforts de la grande Russie. Et la Russie n'a pas besoin d'États faibles ou d'États faillis à ses frontières, comme nous n'avons pas besoin d'États faillis ou d'États faibles à nos frontières. Et donc, lui laisser la main mise et les mains libres à son sud, eh bien qu'il nous laisse les mains libres à notre sud. C'est bien la moindre des choses. C'est pas son terrain. Est-ce qu'on ne devrait pas se diriger plutôt vers une politique d'autorité, enfin de retour à l'autorité assumée ? On sait que dernièrement, justement, le Danemark a offert des barbelés, beaux cadeaux, coupants, à la Lituanie pour sa clôture anti-migrants. Donc un retour à la politique migratoire, on va dire, autoritaire, sèche, sans discussion. Est-ce que c'est pas ça aussi la solution ? Alors moi, ce qui me dérange, c'est pas du tout l'aspect moral de cette question, parce qu'à la limite, l'aspect moral, il est à discuter. Mais s'il s'agit de notre survie, il faut mettre tous les moyens nécessaires
pour nous protéger. Mais quelle est l'étape d'après ? Quand on est dans cette forme, finalement, de passivité vis-à-vis de l'immigration de masse, c'est-à-dire qu'on regarde l'immigration de masse et les désordres qui viennent d'ailleurs, et en se disant, finalement, je vais me protéger en attendant qu'ils arrivent. C'est-à-dire, c'est une position passive et attentiste. Quelle est l'étape d'après ? Je pense à Jean Raspail. Je pense que c'est ça l'étape d'après. Une fois qu'on a accepté que la stratégie pour nous défendre, c'est les barbelés, l'étape d'après, c'est tirer. Est-ce qu'on est prêt à tirer ? Et est-ce que ça suffira ? Et c'est là où... C'est gérer les conséquences avant les causes, c'est ce que vous voulez dire. Et moi, je pense, pour être très simple, c'est que si, en face de vous, votre voisin a son immeuble qui prend feu, eh bien, ça coûtera moins d'eau d'aller directement chez lui pour éteindre le feu, car il en est bien incapable et il en a fait la démonstration. Ça coûtera moins cher en eau d'aller chez lui pour éteindre le feu que d'attendre que le feu se propage chez nous, où là c'est trop tard. Ou quand on sort les barbelés, quand on sort les canons, c'est un aveu d'échec parce qu'on ne maîtrise rien autre part de là d'où le feu vient. Et c'est de là où des puissances qui peuvent nous être hostiles, comme les Russes, comme les Turcs, comme la Chine, peuvent instrumentaliser ce feu. Et il ne faut pas qu'on en arrive là. Et dans votre livre, vous faites le rapport entre cette situation et une situation interne à la France intellectuelle. Vous faites une critique de la pensée de droite contemporaine, en disant que c'est notamment à cause de ça qu'on n'arrive pas à penser ces défis de manière générale. Est-ce que vous pouvez vous expliciter ça ? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est la droite qui est au pouvoir aujourd'hui, et pourtant vous faites son procès comme si c'est elle qui était responsable des événements qui nous arrivent. Oui, mais c'est la droite qui est responsable de ce discours. C'est la droite qui a ramassé la problématique migratoire du ruisseau, qui l'a brandi et qui a permis d'en faire un vrai discours public. Et donc c'est envers cette droite qu'on doit être exigeant, parce que c'est aussi cette droite qui fait que Emmanuel Macron, comme un schizophrène, est en train de dire à l'Algérie ce qu'il n'a pas dit depuis 5 ans. C'est cette droite qui monte et qui fait que peut-être que les Français... Vous reconnaissez quand même des vertus à cette droite-là, alors ? Mais évidemment que j'en reconnais, mais qui aime bien châtie bien. Et il se trouve que aujourd'hui, moi, ce qui m'agace, si vous voulez, avec cette droite, dont on attend beaucoup, c'est lorsque cette droite se prend pour la gauche, en réalité, à vouloir déclamer, des doctrines un peu universalistes, à vouloir s'habiller comme à Saint-Germain-des-Prés. Je parle pas du tout pour vous, on est tous smart ce matin, mais en tout cas, à vouloir s'occuper. Est-ce que le néo-féminisme met en danger nos vies ? Mais bien, pas du tout. C'est pas le problème d'aujourd'hui. Alors bien sûr, peut-être faut-il en parler, mais aujourd'hui, ceux qui sont responsables de ce discours de survie, doivent un petit peu considérer, au-delà des frontières de Paris, au-delà des frontières de la France, que le problème, il doit être maîtrisé à sa source, et non pas essayer de copier des discours qui viennent de la gauche. Non, la droite est singulariste, et la gauche est universaliste. Doit-on essayer de copier ces universalistes ? Je pense que ça ne mène absolument à rien. Et c'est notamment en assumant le caractère singulier, le caractère ponctuel des problèmes qui nous font face, qu'on pourra les relever. Vous pensez pas qu'il y a des sources aussi chrétiennes dans la droite et qui font qu'elle est universaliste dans ce sens-là et qu'elle doit penser aussi le reste du monde ? Alors, pas comme la gauche la pense, mais d'une autre façon. Alors, sur le terrain de la morale, je ne me... Parce évidemment qu'il y a des sources universalistes à la droite, mais sur le terrain de la morale, moi je ne me situe pas du tout sur le terrain de la morale politique. Je me situe d'un point de vue stratégique, d'un point de vue tactique, mais aucunement d'un point de vue moral. Si la meilleure solution est de tirer, il faut accepter de tirer. Si tirer n'est pas la bonne solution, il faut accepter une autre stratégie, notamment géopolitique. Mais j'entends ce que vous dites, mais pour moi, ça ne rentre pas dans mon propos. Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser les choses autrement, puisque vous parlez de droite et gauche? Est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne se retrouve pas entre patriotes qui veulent remettre des frontières et contrôler leurs frontières et leur politique internationale, et mondialistes de droite comme de gauche, qui sont eux tous pour l'ouverture des frontières, etc. Pour moi, la vraie ligne de fracture, elle se situe au niveau migratoire. Puisqu'ensuite, il y a parmi la famille de droite des gens qui vont être plus ou moins libéraux d'un point de vue économique, des gens qui vont être plus ou moins interventionnistes d'un point de vue sécuritaire. Bref, des gens qui vont se dire que le terme souveraineté les dérange, d'autres qui les rassurent. En revanche, la vraie ligne de fracture, et on le voit dans l'actualité que vous commentez tous les jours brillamment, on le voit, c'est la vraie ligne de fracture, c'est entre ceux qui se préparent même à accueillir une immigration de plus en plus folle, et ceux qui se disent non. On a face à nous un désordre tel qu'on n'a jamais connu, et c'est ça qui nous intéresse, et c'est ce défi-là qu'on doit relever. Et c'est là où moi j'ajoute, il faut se préparer en fait à gérer les conséquences du doublement de la population africaine, et à les gérer maintenant. Et donc pour vous, la droite devrait penser désormais uniquement ce problème de la migration, c'est-à-dire
faire abstraction de tous les autres soucis, comme vous disiez, le néo-féminisme, je sais pas, le wokisme, d'autres... L'écologie. Voilà, l'écologie. Enfin, quoi que l'écologie entraîne aussi l'immigration, mais pour vous, elle doit se concentrer là-dessus. C'est ça, Non. Moi, ce que je dis, c'est que, évidemment, que le véritable premier problème, si on prend une hiérarchie, c'est l'immigration qui nous menace. Bien sûr que tous les autres sujets sont à penser. En revanche, dans ce sujet migratoire, il ne faut pas penser seulement aux pompes aspirantes. Et c'est là où moi, j'ai essayé de placer ma réflexion, c'est que lorsqu'on pense seulement aux pompes aspirantes, en fait, on n'a même pas pensé à la moitié du problème. En revanche, évidemment, sur tout le reste, et quand je parle de néo-féministes, bien sûr, c'est pour être un peu provocateur, mais parce que j'entends beaucoup plus parler de ça que de solutions qui soient vraiment autres que celles qu'on connaît traditionnellement, c'est-à-dire, évidemment, enlever le droit du sol, enlever le regroupement familial, toutes ces mesures qui nous servent presque à rien, évidemment qu'elles nous servent, mais elles nous servent presque à rien face à l'amoncellement de menaces qui est en face de nous. Et donc, bien sûr qu'il faut penser tous les sujets, mais le sujet le plus important, eh bien, il faut le repenser. Vous avez noté quand même que tous les candidats à droite aujourd'hui, Éric Zemmour, Xavier Bertrand, tous ont parlé, Marine Le Pen, de référendum sur l'immigration. C'est quand même un sujet qui remonte terriblement à droite. Absolument. Mais donc, vous pouvez quand même, vous pouvez pas reprocher à la droite d'être absente sur le sujet. Non, ce que je reproche à la droite, c'est d'être attentiste sur le sujet. C'est d'être passive. C'est de se dire qu'elle gérera finalement les conséquences du désordre africain, eh bien, en attendant que ces conséquences se dévident sur son sol. Seul problème, c'est qu'on en a pour 30 ans, on en a pour un siècle. On a en face de nous un nouveau désordre qui est la conjugaison d'un réchauffement climatique catastrophique qui a fait des centaines de milliers de morts au sud de nos frontières et qui continue à provoquer des réfugiés et qui casse et qui sape les fondements économiques des États qui sont à nos frontières. Eh bien, on ne relèvera pas le défi migratoire simplement en coupant les pompes aspirantes. C'est une illusion totale. Allez, la question de la fin. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle forme de colonisation que vous prenez ? Non, la colonisation, ce serait justement pour des motifs moraux et universalistes. Moi, ce que je vois simplement, c'est que les motifs sécuritaires ne sont pas les motifs de Kouchner. Et les motifs sécuritaires, nous imposent finalement d'intervenir, si ce n'est à subir les conséquences des faiblesses africaines. Et ça, je pense que personne ne le souhaite. C'est pour ça qu'il faut évidemment assumer d'intervenir. Voilà, il assume en tout cas Lou Vialet et son livre Après la paix, défi français chez VA Éditions et Jacques de Guibon, directeur de la rédaction chez L'Incorrect. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.